Bonsoir Christian. Est-ce que vous m'entendez bien? Mettez-moi un petit mot pour le son et l'image, s'il vous plaît. « 5 sur 5 », merci. On va attendre 2 minutes quand même qu'il y ait encore du monde qui arrive. Bon, je crois que ce webinaire, il était bien attendu parce que ça faisait un petit moment que je vous en avais parlé. D'ailleurs, je voulais vous dire également que vous trouvez un webinaire sur YouTube Santé Détox où je parle justement du stress et où j'explique un petit peu le stress, les problématiques de stress, les mécaniques biochimiques aussi, qui sont assez intéressantes. Je vais attendre encore quelques minutes. Pour les nouveaux arrivants, est-ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît, si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, que le son et l'image, c'est OK pour vous? OK, super, merci Janine. On va attendre encore 2 minutes qu'il y ait du monde qui arrive parce que c'est vrai que là, il y a quand même du monde qui arrive. Je vais attendre un petit peu. Donc, ce que je vous disais pour les nouveaux arrivants, bonne année, parce qu'on ne s'était pas vu, j'avais pas fait de webinaire depuis. Donc, j'espère que tout va bien pour vous. Quand il y a la santé, tout est possible, tout va. Là, Garrigue, bonsoir. Alors, comme je disais juste avant, je vais le répéter parce que c'est assez important. Il y a un webinaire qui est déjà disponible sur le stress, sur le YouTube de Santé Détox. Donc, vous tapez tout simplement Santé Détox dans YouTube et vous allez trouver le webinaire sur le stress. Je vous dis ça parce qu'il viendra bien compléter, où sur ce webinaire, justement, je vais parler des mécaniques biochimiques du corps, des différents stress, également les différents types de stress. Bonsoir, je n'ai pas de son ni d'image. Ah, alors, ouais. Je suis désolée, Francis, mais ça marche pour... Est-ce que pour les autres, ça va? C'est un réglage peut-être à faire, Francis, je ne sais pas. Bon, on va commencer. Alors, donc aujourd'hui, on va parler de l'hypervigilance. Alors, l'hypervigilance, simplement de par sa définition, c'est un état d'alerte permanent de l'organisme. Donc cet état, il induit des problématiques et des déséquilibres autres au niveau de l'organisme. Donc c'est ça aussi qu'on va voir aujourd'hui. C'est quoi les symptômes que ça peut induire? Évidemment, je ne vais pas parler de maladies psy aujourd'hui parce que dans certaines maladies psy, on peut voir aussi le symptôme d'hypervigilance. Donc si vous êtes, dans ce cas-là, évidemment, je vous invite à aller voir votre médecin. Mais je parle vraiment d'un petit peu cette hypervigilance constante, alors avec ou sans choc post-traumatique, parce que l'hypervigilance est le découlement aussi d'un symptôme du choc post-traumatique, un des principaux d'ailleurs. Il va vraiment être amené à cet état
où l'organisme a besoin en permanence de prévenir un danger qui n'est pas là. Donc c'est ça en fait l'hypervigilance et ce que ça va induire aussi, dans le corps et dans le cerveau. C'est vraiment un état, hem, qui a pour but aussi de prévenir un danger, mais où le corps se sent dans un danger dans lequel il n'est pas. Donc c'est pour ça que je parle avec et sans choc post-traumatique, parce qu'avec un choc post-traumatique, par exemple, vous avez un accident et quelques jours ou quelques semaines après, vous revivez l'accident en permanence. Donc vous êtes en permanence dans cet état, de «danger» entre guillemets, et vous êtes prêt à affronter le danger. Donc c'est vraiment cet état-là de l'organisme, du fight en fait, vraiment de la bataille, du faire, pour répondre à une attaque. Sauf que cette attaque, elle n'est pas là physiquement. Donc, il y a un épuisement aussi qui va se créer au niveau du corps. Mais ça, je vais en parler un petit peu après. Et sans choc post-traumatique, donc sans avant-après, donc choc post-traumatique, j'entends vraiment un événement flash dans la vie de la personne. Ça peut être aussi induit par des stress longs. Donc typiquement, un enfant qui va, par exemple être, avec un parent, qui va l'agresser en permanence, un patron, qui est toujours sur vous et qui va vous agresser tous les jours, un conjoint, une conjointe, tout ça aussi peut induire de l'hypervigilance. Donc on n'est pas sur un choc précis, mais plus justement sur, on va induire un déséquilibre un peu, permanent, quotidien et donc la personne va toujours être dans cet état d'hypervigilance, de peur. Donc typiquement, un homme, une femme recevant les coups de son conjoint ou de sa conjointe va toujours être en hypervigilance de: «Bon, comment il est aujourd'hui? Est-ce que, je vais, en prendre pour mon grade?» et cetera. Donc l'hypervigilance, elle se trouve vraiment dans ces 2 aspects-là, donc avec ou sans choc post-traumatique. Oui, je disais, je ne parle pas de maladie psy, donc schizophrénie, TOC ou bipolarité, hein, évidemment, voilà, même si vous pouvez prendre en considération, ces conseils, évidemment, je vous invite à vous retourner aussi vers la personne qui vous suit. Donc les symptômes liés à l'hypervigilance, ils sont très nombreux. Il y a l'anxiété, évidemment, qui peut être la cause aussi de l'hypervigilance, mais qui peut découler également de l'hypervigilance à cause de l'anxiété. La panique, donc une sensation, de devoir répondre à une attaque. Hem, les problèmes de sommeil, donc l'hypervigilance pendant le sommeil, ça, c'est vraiment un très grand symptôme. Donc typiquement, les personnes qui se réveillent très régulièrement. Alors les symptômes que je vais citer peuvent être en rapport avec d'autres problématiques, on est d'accord. Mais là, c'est vraiment des symptômes, qui sont propres aussi, à l'hypervigilance, mais qui peuvent découler d'autres problématiques. Donc des problèmes de sommeil, donc avec hypervigilance, donc des personnes qui ont besoin de dormir sans dormir, de se réveiller très régulièrement, de se réveiller fatiguées, un peu comme si elles avaient couru un marathon et que, leur corps, eux, demandait du repos. Donc c'est un peu cette dissociation entre les 2. La sudation aussi est un grand symptôme. La sensation d'oppressement, aussi est un symptôme. Alors de l'hypervigilance peut découler une crise d'angoisse, par exemple, mais on dissocie quand même ces 2 choses-là. Un oppressement, thoracique, des peurs aussi, donc les peurs, de voyager. En fait, toutes les adaptations, clairement. La peur de voyager, d'être dans un environnement nouveau, tout ça, en fait, va induire une adaptation et donc forcément, cet état d'hypervigilance, vu que c'est un environnement nouveau ou typiquement le fait de prendre l'avion, d'avoir une horaire, tout ça, en fait, peut vraiment faire découler des crises, d'hypervigilance assez importantes, en fait. Tout ça va induire et c'est ce que je dis dans mon webinaire sur le stress, qui dure, je pense 2 heures et demie, donc là, vous avez matière à faire aussi. Dans le ça vient impacter aussi le métabolisme hormonal et immunitaire. Donc aussi vont découler des problématiques de cet ordre-là. Donc typiquement, l'hypervigilance avec ou sans choc post-traumatique
peut venir aussi déséquilibrer des hormones. Donc ça va impacter par exemple le système féminin. Ça peut venir, créer un déséquilibre au niveau de la digestion, au niveau du système immunitaire, au niveau de maladies également, auto-immunes. Donc ça peut vraiment avoir un impact physique. Ce n'est pas anodin. De toute façon, le stress sur long cours, donc on a vraiment le stress, bon ça c'est pareil, le webinaire sur le stress, je vous explique tout ça. On a vraiment le stress où voilà, pendant quelques minutes, on essaye de se réguler. Et ça passe. On a le stress qui va durer, je sais pas, par exemple une semaine, on passe un examen, on rend un dossier au boulot. Une fois que le dossier ou l'examen est passé, le stress est passé. Donc ça, stress moyen. Et après, on a des stress longs. Donc ça peut être du harcèlement au travail, où ça se passe très mal à la maison, ou choc post-traumatique, et du coup le corps n'arrive plus à se réguler, il envoie des faux messages en permanence au niveau du cerveau. Donc il y a vraiment beaucoup de possibilités, mais là, ça s'induit quand même sur un stress long. Ce genre de problème n'arrive pas sur un stress court. C'est induit sur le long terme après. Alors le stress peut être court, mais ça peut être induit sur le long terme. Alors il y a aussi des déclencheurs parce que évidemment, il y a des personnes qui vont toujours avoir cette sensation d'hypervigilance. Je vais au cabinet, j'ai des gens qui me disent: «Mais j'ai l'impression d'être toujours en hypervigilance», mais quand même pour la plupart, il y a des moments où ils sont quand même moins en hypervigilance, mais le fait même de s'adapter dans la journée, donc de rencontrer un nouveau collaborateur, d'arriver un petit peu en retard au boulot, qu'il y ait des bouchons, qu'il y ait une pression, tout ça va induire de l'hypervigilance et donc cette sensation de stress, d'anxiété avec tous les symptômes que j'ai cités juste avant. Mais et encore, ils sont extrêmement nombreux. Donc quand je vous dis, il y a vraiment les problèmes métaboliques, les problèmes immunitaires, puis après tous ceux qu'on connaît de manière classique, comme j'ai cité, la sudation, l'accélération du rythme cardiaque, etc. Donc oui, il y a des déclencheurs également. Donc les déclencheurs peuvent être différents pour chacune des personnes. Sur un choc post-traumatique, la personne, elle va revivre aussi ce choc-là, donc la nuit en général, où le moindre bruit peut la remettre dans cet état-là. La claustrophobie, typiquement des personnes qui sont enfermées, c'est vraiment une des grandes causes. L'abandon également, donc quelqu'un qui part soit de la vie, soit même de la maison. Donc j'ai pu le voir avec des femmes qui avaient des compagnons qui partaient 4 ou 5 jours. Ça crée vraiment un état d'hypervigilance et d'alerte extrême. Donc l'abandon, les bruits également. Alors pas que en rapport avec quelque chose que vous avez pu vivre, mais un bruit trop fort. Tout ça, c'est encore de l'adaptation. Un bruit trop fort, une odeur trop forte, quelque chose qui vient surstimuler le système nerveux et doit donner une réponse d'adaptation qu'il n'est pas capable de donner. La détresse émotionnelle, bon ça c'est une évidence quand la personne est déjà en anxiété. Des souvenirs également peut induire ça, donc là on le retrouve beaucoup dans le choc post-traumatique. Un trauma, donc quel qu'il soit, pareil avec ou sans choc post-traumatique. Et aussi, ça je le vois beaucoup, donc je l'ai dit tout à l'heure, les personnes avec qui l'on vit ou avec qui on travaille, donc avec qui on passe du temps, qui vont donner une réponse comportementale, émotionnelle, chaotique en face d'une personne hypervigilante. Ça, c'est assez terrible parce que la personne hypervigilante, elle a vraiment besoin d'avoir un environnement très stabilisé où justement il n'y a pas de surstimuli permanent. Alors vous allez me dire, c'est la vie. Oui, c'est sûr, on est en adaptation. Par contre, quelqu'un qui vit comme ça, s'il est avec une personne qui est toujours en train de faire des comportements ou d'avoir des comportements, pardon, ou de donner des messages émotionnels chaotiques permanents, ça n'aide absolument pas une personne hyper vigilante. Alors, j'ai des personnes qui sont bien, entre guillemets, dans leur vie, qui n'ont pas forcément de crise d'angoisse, d'anxiété, mais qui ont de l'hypervigilance. Donc, du coup, parfois, on a l'impression que ça n'est pas grave et que ce n'est pas un symptôme de stress
parce qu'on ne remplit pas toutes les cases de quelqu'un limite qui aurait besoin d'être soit sous anxiolytique ou soit sous antidépresseur. Non, l'hypervigilance, à partir du moment où vous sursautez en permanence, où vous avez les yeux grands ouverts, que vous êtes hyper vigilant à tout, que vous êtes méfiant à tout, bon, c'est que vous êtes quand même dans un état de stress permanent. Bonsoir pour les personnes qui sont arrivées, que je viens de voir arriver. Donc typiquement les voyages aussi, comme je disais juste avant, les voyages, tout ce qui est suradaptation, nouveaux changements dans la vie, déménagement, quelqu'un qui rentre dans la famille. J'ai même des personnes qui s'empêchent d'être en couple parce que c'est trop d'adaptation en fait. D'adaptation à l'autre, qu'est-ce que l'autre va penser de moi. Il y a aussi tout ça, hein, la peur de l'abandon, etc. C'est vraiment aussi relié à tout cela. Ce sont des déclencheurs, en fait. Voilà. Donc, dans les états, justement, de survie, puisque c'est vraiment un état de survie du système nerveux, il n'y a pas 50 000 solutions. C'est pour ça que quand j'ai mis, pour ceux qui font partie de ma patientèle et à qui j'ai envoyé aussi les newsletters, j'ai mis aussi dans la newsletter qu'il n'y avait pas de produit miracle. Alors moi, je vais vous parler de 2 produits que je donne toujours à des personnes, mais évidemment, en fonction de votre tableau symptomatique, de votre santé, des problématiques que vous avez, il faudra l'adapter en fonction de ce que vous avez. C'est une évidence. Mais ça, c'est 2 grandes choses que je peux conseiller en termes de produits. Par contre, la seule et unique chose qui va pouvoir vous aider, ce sont des exercices. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors là, je ne pourrais pas vous les montrer, les exercices. Je pourrais vous en montrer peut-être 1 ou 2, mais je vous laisserai aller chercher. Je vous donne des sources et puis après, vous allez chercher, hein, évidemment. Et puis après, pour tous ceux qui viennent en cabinet, ils sont accompagnés. C'est une évidence. Donc cet état de survie du système nerveux est vraiment de vouloir vivre, parce que l'hypervigilance, c'est je suis hyper vigilant à ce qui se passe autour de moi parce que j'ai envie de rester en vie. Donc c'est vraiment un mécanisme très ancienne du système nerveux, donc on appelle le cerveau reptilien. C'est vraiment des fonctionnements archaïques de notre corps pour la survie. D'ailleurs, j'aime bien dire ça. Alors, je sais qu'il y en a qui vont hérisser leurs poils, mais c'est la vérité. Le cerveau n'est pas fait pour être heureux. Nous sommes déjà conçus pour rester en vie. Donc, le fait d'être en vie et de ne pas être en face de danger, à ce moment-là, le cerveau peut bénéficier de cet état de bien-être. Et ce que je trouve dommage aujourd'hui, c'est on est en train de nous harceler depuis quelques années avec l'hyperpositivisme, le fait de méditer, d'être dans des niveaux de conscience extrêmes, mais déjà, occupez-vous de votre corps. Parce qu'il ne peut pas être au four et au moulin. Je m'explique. Quand vous êtes dans un état d'hypervigilance, par exemple devant un accident, vous n'allez pas vous poser comme ça. Il n'y a pas le système parasympathique qui va se mettre en place, c'est-à-dire le système de repos, de prise de recul, de bien-être, je vais bâiller, etc. Non, vous allez avoir tout un mécanisme interne qui va se mettre en place pour justement répondre à cela. Donc là, je parle d'un accident parce que pour vraiment que vous ayez l'image dans la tête, mais quand votre patron vous harcèle, quand votre conjointe est toujours sur vous ou dans l'agression permanente, ou enfin peu importe la situation, on s'en fiche, ou que vous vivez un choc post-traumatique, il n'y a pas ce système interne de repos où le système nerveux il va dire je suis en sécurité. Et là, la sensation de repos, de bien-être, de prise de recul et de bonheur peut arriver. Le bonheur, il n'a pas sa place, entre guillemets, dans un moment où vous devez réagir fortement pour votre survie. C'est quelque chose qui arrive quand votre corps est détendu et sûr qu'il n'est pas en face de danger.
Donc, j'ai des personnes qui viennent me voir en disant: «Bah, moi, dès que je médite, je fais une crise d'angoisse». C'est normal. Il y a beaucoup de gens qui disent: «Mais moi, je n'arrive pas à me détendre» ou «Quand je me détends, mon anxiété augmente». C'est normal. C'est parce que la personne est dans un état d'hypervigilance, donc elle ne peut pas être dans un état de plénitude. On ne peut pas le cerveau, il peut pas faire les 2 en même temps, en fait. Donc forcément, il faut faire un choix. Donc moi, je vais vous expliquer des techniques, je vais vous parler de techniques où on va induire des exercices pour donner l'information au corps que maintenant, il est en sécurité et il peut se poser. Parce qu'effectivement, je vous ai parlé d'un accident, mais le fait d'avoir subi un choc il y a même 4, 5 ans, 6 ans, je me rappelle d'une patiente qui a vécu un gros accident de voiture il y a 25 ans en arrière, elle était toujours dans cet état d'hypervigilance. Voilà, ce qu'on lui avait jamais dit, qu'elle était encore en hypervigilance, elle cauchemardait de cet accident, et cetera. Donc elle était en choc post-traumatique encore de cet accident-là. Donc elle ne pouvait pas être détendue et au bout d'un moment, le métabolisme et c'est ce que j'explique encore dans le webinaire sur le stress, sur, la partie sur le stress long, tout le métabolisme hormonal se met, à faire n'importe quoi, en fait. Il envoie des faux messages comme s'il était toujours dans cet état de stress. Donc le sucre va être, hyper, utilisé à ce moment-là et métabolisé dans le corps pour répondre rapidement, et physiquement à une agression. Il y a une hypervigilance au niveau du cerveau, pour pouvoir voir et répondre aussi et pouvoir se protéger si jamais il y a besoin. Donc vous imaginez que tout ce système-là, il peut être dans cet état d'hypervigilance pendant un certain nombre de temps, je dirais, de semaines, de mois, voire d'années. Donc quand on parle de mois et d'années, forcément ça induit des vrais problèmes derrière, thyroïdiens, surrénaliens, parce que ça vient aussi impacter, ce fameux axe, hypophysaire, donc hypophyse, thyroïde, surrénal, qui est, l'énergie et aussi l'adaptation. Donc il est tout le temps en hyperactivité, et ça peut créer des gros problèmes derrière. Donc de quoi vous avez besoin, et c'est pas souvent la réponse que les gens ont envie d'entendre. On a souvent envie de dire enfin d'entendre que, il y a un médicament ou un complément alimentaire magique. Ce n'est pas le cas. Alors évidemment, si vous êtes dans un état de détresse, je vous invite à aller voir, quelqu'un, psychologue, psychiatre, médecin et cetera. Si vous avez déjà fait tout ce process-là et que vous êtes encore dans cet état-là, bah, écoutez, je vous invite aussi à écouter ce que je vais vous dire. Le temps, la patience et les pratiques quotidiennes pour réguler le système nerveux et le faire sentir dans cet état de sécurité. Il n'y a pas de médicaments magiques pour cela. Alors évidemment, quelqu'un qui vit un choc post-traumatique, ou quelqu'un qui va vivre un stress long et qui a besoin d'aide médicamenteuse, évidemment que, c'est le bienvenu parce qu'il en a besoin à cet instant T-là. Par contre, ces mécanismes d'hypervigilance seront tout de même toujours là. Donc c'est quand même bien à côté de faire également les exercices. Donc c'est les maîtres mots, donc le fait que ce soit, régulier, et aussi qu'il y ait de la patience, envers vous-même parce que ça va vraiment être un peu une sinusoïdale au début, jusqu'au moment où ça va vraiment venir se réguler. Mais peut-être que 3, 4, 5 mois ou 3 semaines après, peu importe, vous pouvez avoir le retour de ces sensations-là, mais elles seront de moins en moins fortes. C'est comme si elles revenaient, elles venaient voir un petit peu comment ça réagissait, elles repartent, et cetera, et cetera. Et plus il y aura de force, alors on n'y va pas avec la force, mais j'entends cette force intérieure. Alors ça se fait pas avec le mental, ça se fait vraiment avec cet apprentissage au niveau du système nerveux. Plus ça va se faire, donc plus on va faire d'exercices, plus on va renforcer ce système et moins, il va y avoir ces sensations d'attaque-là. Alors ce qui peut être difficile aussi et ça je l'entends vraiment, c'est quand, le stress est très long ou très, très fort et qui va venir impacter votre système métabolique
et notamment hormonales. Donc j'ai des personnes qui peuvent tomber en hyperthyroïdie suite à un choc important et après passer en hypothyroïdie. Ou carrément, développer une maladie aussi, auto-immune et puis, bah, là, il faut quand même traiter cette problématique aussi, à côté, tout simplement. Les compléments alimentaires dont je vais vous parler, enfin, en tout cas, moi, il y en a 2 que je conseille quand même à tout le monde, c'est le magnésium. Alors comme ça, on peut se dire: «Bon, OK, le magnésium», mais en fait, le magnésium, c'est exceptionnel, c'est 300 interactions chimiques, c'est, la régulation du système nerveux, des envois aussi, électriques au niveau donc nerveux, au niveau, musculaire. Il y a une régulation donc au niveau même de la neurogénèse, du rythme cardiaque. Donc toutes les personnes qui ont en plus le tableau, complet, symptomatique vraiment, de l'angoisse et de l'hypervigilance, c'est vraiment une très bonne option et des magnésiums de qualité, donc typiquement, 2 chez Santé Détox que j'aime beaucoup, qui sont le magnésium liposomal, donc les formes liposomées qui sont les seules à passer à travers la barrière hémato-encéphalique et les formes ionisées, donc des ions de magnésium qui sont tout petits et qui vont directement être absorbés, donc qui sont liquides et être absorbés directement par le système enzymatique pardon, par la bouche et par l'estomac. Donc tous les autres magnésiums en gélules, marins, etc., je ne dis pas que ça fonctionne pas, c'est juste que la quantité devrait être absolument incroyable pour vraiment avoir cet effet-là sur le cerveau, donc de calmant. Après, il y a une autre option aussi que j'aime bien, c'est le magnésium transcutané, donc que vous pouvez directement appliquer sur la peau. Ça peut être vraiment une très, très bonne option, notamment pour les personnes qui vont avoir, des douleurs au niveau cervical, mâchoire, au niveau des épaules également, suite, justement à ce choc, qui vont induire donc ces douleurs, musculaires, neuromusculaires d'ailleurs. Et après articulaire forcément vu qu'il y a une tension, qui se crée. Donc ça peut être vraiment une excellente idée et la quatrième option que j'aime beaucoup donner notamment à des enfants ou des enfants, alors je dis pas que ça règle le problème, mais à des enfants notamment, autistes ou hyperactifs, qui vont avoir aussi ces systèmes d'hypervigilance et qui vont être hyperactifs également. On peut leur faire prendre des bains de sel d'Epsom qui contiennent beaucoup de magnésium. Et en fait, le magnésium a cette particularité, au même titre que l'iode, d'être également absorbé par la peau et qui ne donne pas de troubles non plus digestifs. Parce que c'est vrai que, alors, il n'y a pas de troubles digestifs avec le magnésium liposomal, mais pour les autres magnésiums marins, si vous supplémentez dans ce genre de magnésium, c'est sûr que vous allez avoir des problématiques digestives, en tout cas une accélération du transit, voire une grosse irritation. Donc, il faut vraiment faire attention. Donc, il y a la possibilité de prendre plusieurs formes, hein. J'ai des patients qui prennent plusieurs formes de magnésium pour pouvoir combler leurs besoins. Alors bon, on est tous carencés, vous pouvez très bien faire une prise de sang si vous le voulez, mais en général, la prise de sang est normale. Pourquoi? Parce qu'on peut en avoir dans le sang et c'est le complément alimentaire aussi qui est le plus utilisé. Par contre, est-ce qu'il est bien métabolisé et transporté? Ça, c'est encore une autre histoire. Donc voilà, en tout cas, moi, c'est les pratiques que je conseille au niveau du magnésium, liposomal, liquide. Quand vous tapez magnésium, de toute façon, sur Santé Détox, vous les trouvez et pour l'occasion, on vous a fait un petit rabais, de 10 avec Mac10. Alors ça, je mettrai l'information après parce que je n'ai pas pu la mettre avant, je suis arrivée juste à l'heure. Donc ça, je vous donnerai l'info après. Et le deuxième produit que je conseille, qui est un champignon qui est extrêmement régulateur, c'est le reishi. On va le donner justement dans tous ces déséquilibres profonds, notamment, endocriniens, avec, ce fameux trio hypophyse, thyroïde, surrénal. C'est vraiment le champignon adapté pour ça. La gestion aussi, surrénalienne. Hem, Également, pour, tout ce qui est l'énergie, parce que quelqu'un qui est en hypervigilance constante, il va avoir un problème aussi d'énergie forcément, de gestion de son énergie, donc avec des fois, une hypervigilance la journée, mais aussi la nuit. Donc il y a des difficultés de sommeil avec, des fatigues chroniques la journée.
et les problèmes de thyroïde induisent aussi, que ce soit hyper ou hypo, ce genre de symptômes, et notamment l'hyperactivité surrénalienne, parce que j'ai beaucoup de gens qui vont être dans ces phases un peu d'hypervigilance, qui vont avoir tendance à vouloir faire beaucoup de sport, à vouloir faire beaucoup de choses et au début qui me disent: «Non, non, tout va bien, tout va bien». Bah non. Là, on voit que vous êtes quand même, hyper vigilant. Quand on va bien et qu'on a une bonne énergie, le corps est plutôt calme, il est plutôt posé. On n'est pas en stress comme ça ou dans l'hyper, donc vraiment dans le faire, F-A-I-R-E, permanent en fait. D'ailleurs, en médecine chinoise, l'hypervigilance, elle est aussi traduite par ça, un excès du yang des reins, donc un excès du feu des reins, un excès aussi du feu, au niveau du foie, donc qui peut amener aussi de la colère, qui peut amener de l'impatience, voilà, donc l'hypervigilance, elle peut amener également, tout cela. Donc induire ces problèmes de sommeil, et surtout ces réveils nocturnes avec la sensation de ne pas dormir, c'est ce qui revient le plus couramment avec des cauchemars également. Donc le reishi, c'est vraiment un champignon adaptogène, qui va autant pour les hyper, les hypos, les hypervigilants, peu importe les symptômes, peu importe d'où ils viennent, il va travailler dans toutes ces glandes au niveau, du corps. Donc pour moi, c'est vraiment un champignon qui est magique et qui peut être utilisé en permanence. Alors, c'est bien de faire des arrêts, mais le champignon étant quand même de base un aliment, il peut être consommé quotidiennement. Alors certes, vous l'achetez en gélule, mais on n'est pas sur un complément, par exemple vitaminique, issu de fermentation bactérienne, par exemple, ou de synthèse. Là, on est vraiment sur un champignon qui va être en partiellement réduit en poudre. Donc voilà, pour moi, il y a quand même cette possibilité de l'utiliser et c'est vrai que dans les écrits en médecine chinoise, il est utilisé depuis très longtemps et vraiment pour de multiples problèmes. Alors on n'utilisait pas les mêmes termes à l'époque, mais c'était, aussi, l'anxiété, donc les personnes étaient, en vide aussi d'énergie ou en excès d'énergie ou voilà, aux personnes qui vivaient dans des conditions, qui les mettaient en hypervigilance aussi, donc des conditions de survie. Et puis à côté de ça, c'est quand même, le champignon de la longévité, donc il a un gros potentiel antioxydant, qui permet aussi de pouvoir contrer les effets de l'oxydation cellulaire par cette hypervigilance permanente. Et ça aussi, c'est important, cette hypervigilance, elle va aussi induire un déséquilibre acido-basique assez important dans le corps, donc il peut y avoir une cascade, donc au niveau de l'immunité, comme je le disais, mais même au niveau du dérèglement, de la flore. Alors la flore, c'est pas que l'intestin, ça va du nez à l'anus, hein. Donc la flore de manière générale et de l'équilibre de ces micro-organismes dans le corps. Dès qu'il va avoir un problème de pH, forcément, il y a certains micro-organismes qui vont prendre le dessus, donc ça peut être des microparasites, des levures, des champignons, certaines bactéries, anaérobies qui peuvent venir vraiment se créer un climat de déséquilibre dans le corps. Donc souvent, moi, j'ai quand même des personnes en cabinet qui arrivent avec des gros tableaux symptomatiques et c'est vrai que, médicalement parlant, il peut y avoir un peu tout et rien, mais c'est normal. C'est parce qu'en fait, le déséquilibre, il est vraiment, étendu et profond par la cause justement de l'hypervigilance à la base, mais qui a vraiment induit, toutes ces problématiques-là. Donc voilà pour les 2 compléments alimentaires dont je peux, vous parler et pour les exercices parce que voilà, pour moi, c'est vraiment les exercices qui vont faire toute la différence. Déjà, il y a un principe de sécurité. Si vous vous sentez pas en sécurité, nulle part, je vous invite, à être dans un environnement sécurisant. En tout cas, de créer un environnement sécurisant. Donc typiquement, ça peut être chez vous, mais aussi dans votre corps. Donc, on peut tout simplement s'auto-serrer dans les bras, et vraiment, appuyer, alors pas trop doucement, mais pas trop fort non plus, au niveau des parties, intérieures, au niveau des jambes et au niveau des bras, parce qu'en fait, il y a énormément de récepteurs nerveux et vraiment d'appuyer et de se dire, soit à haute voix, soit dans sa tête, que l'on est en sécurité. Alors, quand on est dans une crise quand même un petit peu d'hypervigilance, alors ça peut marcher aussi pour les crises d'angoisse,
c'est de se remémorer où on est, la date où on est, l'heure à laquelle on est, pour remettre dans le contexte. Parce qu'en fait, c'est un emballement, mais en fait, du système nerveux quand on voit des faux messages, tout simplement au cerveau. Alors, je pense aussi à ça en même temps. Oui, il y a d'autres compléments alimentaires qui existent, c'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure. Il y en a même plein qui existent, sauf que vous pouvez avoir d'autres problématiques associées à l'hypervigilance, donc ça sert à rien que je rentre dans tous les compléments alimentaires que vous pouvez prendre, parce que je pense notamment à certains, compléments alimentaires qui vont venir stimuler, équilibrer les neurotransmetteurs comme le GABA, le tryptophane, le safran et cetera. Oui, vous pouvez en prendre, oui, c'est possible. Par contre, ça ne sera peut-être pas adapté aussi à votre problématique. Voilà, donc c'est pour ça que je voulais pas trop m'étendre là-dessus. En tout cas, je reviens à cet esprit de sécurité, donc vraiment remettre de la sécurité dans le corps. Évidemment, je vais prendre un exemple qui est grave. Si vous êtes dans une zone de guerre, même si vous faites, «Je me sens en sécurité», bon, vous voyez bien qu'il y a quand même une dissociation entre les 2. Et donc, soyez dans un endroit dans lequel vous vous sentez bien. Si vous ne pouvez pas et que vous êtes au boulot, et cetera, vous allez, dans une salle où vous pouvez vous isoler, dans un toilette, je ne sais pas, mais vraiment retourner à cette sensation de sécurité. Alors, au début, ça peut être difficile parce que la sécurité elle-même devient un endroit inconnu pour le corps et donc la sécurité crée de l'anxiété. Donc il faut y aller chaque jour et si possible même plusieurs fois par jour. Tu es en sécurité, je m'appelle ta ta ta, on est tel jour, telle année, telle heure. Et là, la tension, elle va commencer à redescendre. Donc ça, c'est le premier exercice ultra simple que tout le monde peut faire. Le deuxième exercice, c'est un exercice, qui va viser avec les yeux à passer du système sympathique au système parasympathique. Sympathique, c'est l'activité, la réactivité et le parasympathique, c'est l'état de repos. Alors ça, je le fais faire à des enfants et je vous assure, j'ai des parents qui me disent merci. Tous les gamins qui sont un petit peu hyperactifs le soir, ils ont du mal à se poser. Vous leur faites faire ça, c'est juste génial. Alors je vais vous montrer sur les lunettes, ça sera plus pratique. Donc il y a, 2 types d'exercices. Donc là, ce qu'on va faire, c'est tout simplement donner l'information au nerf vague, parce que oui, j'en ai pas parlé, mais le nerf vague a un énorme, impact dans la gestion, de la vigilance sur le système nerveux. C'est un des principaux d'ailleurs et lui, il va même, donner, l'impulsion au niveau du rythme cardiaque, au niveau, du plexus solaire, du diaphragme, donc la façon donc s'il est très haut, c'est que, bah, le nerf est très, très tendu, il a toujours l'information d'hypervigilance et aussi sur le péristaltisme intestinal. Donc typiquement, quelqu'un qui est en hypervigilance et en stress, je le vois sur des personnes qui font des courses, qui vont être en compétition ou qui vont vivre un stress intense, ils auront tendance à aller se vider pour la simple et bonne raison que ça va créer une excitation de ce nerf sur le péristaltisme intestinal et donc augmenter le mouvement de l'intestin et que donc les selles vont aller de manière plus importante vers l'extérieur. Voilà, la raison de pourquoi quand on stresse, on a envie d'aller à la selle. Donc là, l'exercice, c'est très simple. Alors, il peut se faire en 2 phases, allongé ou assis. Après, c'est mieux assis pour notamment le deuxième exercice. Donc, vous allez tout simplement et tout bonnement mettre totalement vos yeux à droite. En continuant de respirer, parce que des fois, on s'arrête de respirer. Et quand il va y avoir une sensation, alors soit de voilà, cette fameuse inspire que font les bébés quand ils tètent ou quand ils ont fini de téter et qu'ils sont prêts à s'endormir. Donc c'est vraiment c'est le ça vous pouvez même le faire en fait, une inspire en 2 fois et une expire. Alors c'est mieux quand même tout par le nez, mais là ça induit vraiment un état de relâchement total. Donc une fois que vous avez ressenti ça ou qu'il y a eu une déglutition, vous pouvez revenir devant et après vous allez faire la même chose à gauche. Alors il y a souvent un des 2 côtés qui fonctionne mieux. Donc là, moi, typiquement, ça me fait bâiller, donc ça induit un soulèvement. Je le sens de ma cage thoracique avec une envie de bâiller et mes yeux qui commencent à devenir un petit peu plus lourds.
Le deuxième, si là, ça n'a toujours pas fonctionné, on va totalement amener sa tête sur la droite et ses yeux également sur la droite. Donc, on va faire les 2 en même temps. Donc là, moi, je me mets à bâiller tout de suite. Donc, on a vraiment la réactivité, du nerf vague qui va tout de suite se faire. Donc, on laisse la tête à droite avec les yeux totalement à droite, tant qu'on n'a pas eu soit cette envie d'inspirer, soit ce bâillement qui arrive. Et on va faire après la même chose à gauche. Donc, on va emmener totalement la tête à gauche. Alors, si vous ne bâillez pas du tout, s'il ne se passe rien du tout, je vous invite quand même à le faire 1 minute parce qu'au bout d'un moment, c'est quand même contraignant pour les yeux et les cervicales. Donc, vous le faites 1 minute et puis si ça ne marche pas, vous faites l'autre côté. Si ça ne marche pas, eh ben, vous répétez l'opération dans 1 heure. Et il faut vraiment répéter l'opération. Donc, il faut donner cette information par cette posture physique que le corps est en sécurité. Et je vous assure que ça marche. J'ai envie de bâiller maintenant, super. J'ai envie de dormir. Voilà, donc ça, c'est les 2 premiers exercices que vous pouvez faire n'importe où, dans n'importe quelle condition, peu importe, vous pouvez faire ces exercices-là. C'est gratuit et ça induit une sensation de bien-être et de sécurité. Alors, il y a également, les bâillements. Alors, tout ce qui est bâillement va induire alors des fois, on peut se forcer, rien que d'en parler, j'ai envie de bâiller. On peut se forcer, des fois à bâiller, donc imiter un bâillement ou tout simplement, faire la respiration que je vous ai fait faire tout à l'heure en 2 fois. On a vraiment, cette sensation de relâcher. J'ai des soucis de cervicale, exercice impossible à faire pour moi. Alors Francis, si vous avez des soucis de cervicale, ne faites qu'avec les yeux. Vous restez le buste droit et vous faites totalement les yeux sur la droite jusqu'à déclencher le symptôme ou sur la gauche jusqu'à déclencher le symptôme. Si vous ne le déclenchez pas, vous laissez comme ça 1 minute et vous réitérez l'opération 1 heure plus tard, une demi-heure plus tard, voilà. Donc ça, typiquement, pour les personnes qui ont vraiment le petit vélo qui tourne, mais pas que, qui ont vraiment tout le corps qui a du mal à se poser, je pense aux sportifs, alors ça, c'est la catastrophe, qui vont s'entraîner le soir à haute intensité, c'est une catastrophe ça. Ça vient justement induire de l'hyperactivité et stimuler le système sympathique. Donc, le système parasympathique, il a du mal après à se mettre en route. Donc, typiquement, pour ces personnes-là, vous pouvez le faire pour les enfants aussi. C'est un petit exercice sympa à faire avec eux le soir. Et ça marche du feu de Dieu pour tout le monde. Donc, s'il y a des problèmes de cervicale, on le fait uniquement avec les yeux. Pardon. Ensuite, on va avoir alors les sauts. Donc là, je ne peux pas vous montrer, mais vous allez sauter en fait sur place, comme si vous étiez un petit peu tout mou. Voilà, vous allez faire des petits sauts comme ça. Et vous allez vraiment relâcher le corps. Merci pour l'exercice, les bâillements arrivent. Ouais, c'est assez fou cet exercice. D'ailleurs, c'est vraiment, j'aurais dû le faire à la toute fin parce que du coup, j'ai envie de dormir. De reposer. Donc, c'est vraiment le système parasympathique qui arrive. Donc, pour les exercices, donc c'est vraiment des sauts, je dirais peut-être des sautillements. Voilà, on va sauter sur place sur les pieds ou on va aussi relâcher en même temps. Donc, il ne faut pas faire des sautillements où vous êtes contracté comme ça. Hein. Il faut vraiment faire des sautillements où vous relâchez les bras, où les bras ils vont bouger un peu dans tous les sens. Donc ça va induire aussi un état de repos. Après, les 2 autres exercices dont je vais vous parler, c'est vraiment mes préférés. Et là, je serai obligée, je vais vous en parler, mais évidemment, je vous laisserai aller chercher sur Internet parce qu'il y a énormément de très belles choses qui se font. Et là, vous ne pouvez pas trop vous tromper, il n'y a pas vraiment de fausses sources là-dessus. C'est le TRE, donc ça, c'est un de mes préférés, donc Trauma Release Exercise, et les exercices somatiques. Alors, quelque part, le TRE, c'est du somatique. Les exercices somatiques, on peut en avoir aussi des différents qu'on ne fait pas pendant le TRE. Donc là, c'est TRE, je vous le note dans le chat. Exercice
Et là, vous trouvez plein d'exercices, même sur YouTube. Vous en trouvez plein, c'est tous les mêmes parce que le process est le même, où justement on va venir mettre en place tout un système par rapport au corps, aux jambes, au système nerveux. Donc on va faire des petits exercices de mouvement des pieds, des jambes. C'est relativement rapide et facile. Et à la fin, donc ça c'est un exercice que je fais souvent faire en cabinet, pour que la personne elle relâche, c'est vraiment d'être sur le dos avec les jambes relevées comme ceci. Je ne sais plus comment ça s'appelle, relevées en triangle en fait, tout simplement. Et les jambes, on va les faire tomber sur le côté. Voilà, donc elles vont être en triangle. Et on va légèrement relever les jambes. Et là, je vais vous le montrer en direct, en fait. Vous allez vous mettre à trembler. Donc là, j'évite de mettre mes mains ensemble parce que c'est difficile. En fait, vos jambes vont se mettre à trembler. Donc vous allez ouvrir, fermer et trouver l'endroit où le tremblement est le plus intense. En fait, le TRE, c'est, comme le disait du coup Jérémy, qui dit c'est très relaxant. Le TRE, c'est extrêmement relaxant parce que vous n'avez pas à penser à vous relaxer. Là, on n'est pas du tout dans ce truc-là. On est vraiment d'induire par le corps au système nerveux un message de relaxation. Donc ça, c'est vraiment indispensable pour que le système nerveux s'autorégule de lui-même. Après, on va avoir aussi tout ce qui est exercice somatique. Alors, en fait, c'est un petit peu compliqué les exercices somatiques parce que vous en avez quand même des différents et je ne peux pas trop vous les expliquer. Mais souvent, vous pouvez même le faire sur votre lit. Donc, même pour les personnes qui sont à mobilité réduite, qui sont en surpoids, qui sont dans des fatigues extrêmes, vous n'avez pas besoin. Alors, vous pouvez vous mettre sur un tapis si vous voulez, mais vous n'avez pas forcément besoin de tout cela. Déjà, d'être allongé sur votre lit et de pouvoir faire ces exercices-là, c'est déjà une première chose. Dans les exercices somatiques, c'est pareil, je vous laisserai aller voir quand vous tapez exercice somatique, vous tombez sur vraiment pas mal d'exosomatiques. Moi, le problème, les références vraiment que j'ai qui sont exceptionnelles, ce sont des américaines, donc qui parlent anglais en francophonie au Canada, en francophonie là-bas, vous pouvez vraiment trouver aussi des super personnes. C'est un petit peu moins connu quand même en France. Ça commence à arriver et j'espère avec moi, voilà, qu'on va pouvoir faire. Donc, je n'ai pas encore de programme. J'espère pouvoir proposer des programmes dans les années qui vont venir. Mais effectivement, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que parfois, j'ai vraiment des personnes qui ont tout fait, que ce soit de l'énergétique, qui sont passées par le médical, par les médicaments, qui sont passées. Alors, ça ne remplace jamais un médicament, attention, hein. Voilà, je veux vraiment que ce soit clair avec ça. Vous pouvez très bien faire des exercices somatiques avec ou sans médicamentation, c'est pas le problème. En tout cas, c'est pas le propos là maintenant. Mais en tout cas, qui ont essayé beaucoup de choses et qui ont toujours cette sensation d'hypervigilance un peu ou d'anxiété profonde et qui ont vu des améliorations au bout de même quelques jours avec les exercices somatiques. Parce qu'on n'est pas dans la compréhension psychologique. Alors, je trouve que c'est bien d'aller voir un psy pour comprendre ce qui vous est arrivé, pour remettre chaque personne à leur place et comprendre la situation. Mais dans le corps, la mécanique du système nerveux, elle n'a pas été faite encore. Elle n'a pas compris qu'elle pouvait être dans cet état de relaxation-là. Donc, voilà, c'est ce à quoi je vous invite, c'est vraiment aussi de faire ces exercices, d'être patient avec vous, de les faire quotidiennement. Ce ne sont pas des exercices contraignants, c'est des exercices que vous pouvez faire avant de vous coucher. J'ai eu des résultats exceptionnels aussi sur l'amélioration du sommeil avec donc le magnésium et les exercices somatiques. Donc vraiment, on peut, je dirais, sans thérapeute, aussi accéder à ce bien-être-là. Voilà. Donc chez vous, tout seul, avec ces exercices.
Évidemment, si vous avez le besoin d'être accompagné, je vous invite vivement à l'être parce qu'il faut pouvoir avoir une personne qui vous donne ces informations-là et qui vous accompagne, avec qui vous vous sentez en sécurité. Mais les exercices, vous pouvez les pratiquer vraiment chez vous, en toute sécurité, et ça va vous apporter aussi un bonheur et un bien-être assez immédiat. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Alors, je tiens encore à le dire, si vous me demandez des références françaises pour les exercices somatiques, j'en ai pas forcément. Si vous voulez des références américaines, je peux vous en donner une, il n'y a pas de souci. Mais voilà, j'ai pas forcément de références françaises, mais en même temps, si vous cherchez exercices somatiques, je vous assure que vous allez tomber sur des dizaines et des dizaines de vidéos qui sont toutes vraiment bonnes à prendre. Donc, allez-y. De toute façon, les exercices somatiques, il n'y en a pas 150. Et quand même, aujourd'hui, ça commence à être de plus en plus connu en France. Donc, vous trouvez quand même une pluralité d'exercices, justement, pour convenir à vos besoins. Voilà, pardon, je suis désolée, je lisais en même temps. Bonjour Louisa, oui, merci. Merci, merci. Bien sûr, il n'y a pas de souci, prenez votre temps. Est-ce que vous avez des questions sur tout ça? Alors, je sais que c'est un peu différent d'habitude parce que je vous parle beaucoup de compléments, de systèmes dans le corps. Et là, c'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment... c'est pas palpable, on peut pas, c'est pas une maladie, c'est pas... C'est difficile parce qu'en plus, les symptômes sont tous plus différents les uns que les autres en fonction des personnes. Et effectivement, voilà, on a tous des réponses différentes. Mais voilà, vraiment, les exercices somatiques et le TRE, c'est vraiment assez exceptionnel. Sophrologie et hypnose, oui, pourquoi pas, ça peut marcher pour certaines personnes. Je parlais tout à l'heure d'autres thérapies. Vous pouvez, mais enfin, j'aime pas mettre un mais. Je récupère beaucoup de patientèles qui, malgré la sophrologie ou l'hypnose, n'ont pas réussi à passer au-delà de ça, tout simplement parce que le corps, il a besoin, donc c'est pour ça que je vous indique les mouvements, et d'ailleurs, ce que je voulais vous dire aussi, notamment avec les personnes atteintes je vais y arriver, d'autisme, qui font vraiment ce mouvement récurrent, qui peuvent faire ce mouvement récurrent, c'est un mécanisme naturel aussi du système nerveux pour se réguler. Donc, oui, la sophrologie et l'hypnose, mais on fait appel à quelque chose d'extérieur encore à nous. Alors que notre système nerveux, il a besoin de nous et uniquement de nous pour se réguler. Et effectivement, même si la sophro et l'hypnose, c'est d'induire un message, ça ne fonctionne pas toujours. Et franchement, pour l'hypervigilance, j'ai vraiment pas eu d'excellents résultats. Après, sur une peur en particulier, c'est autre chose. Là, je parle vraiment d'hypervigilance. Il faut beaucoup pratiquer avec la sophro et l'hypnose. Oui, j'imagine. Donc là, les exercices, ça va vraiment induire, en fait, les exercices que je vous ai montrés, il y a vraiment un bien-être assez instantané où la personne se met à bâiller, où elle sent que la vigilance baisse et que du coup, elle peut rentrer dans un état justement de mieux-être et potentiellement de bonheur. Alors pour les huiles essentielles, donc c'est Maysan Forest. Oui, alors les huiles essentielles, moi, j'aurais pas donné ça, mais pourquoi pas. Après, l'encens, c'est pas vraiment fait pour ça. C'est plus l'ouverture aussi du troisième œil. Enfin, je parle de méditation avec des mots un peu, voilà, mais j'aurais plus donné des huiles essentielles beaucoup plus communes, comme par exemple la lavande, voilà, aspic, exceptionnelle, lavande vraie, pardon, exceptionnelle. Ça fonctionne, ça sécrète des endorphines, etc. Enfin, franchement, la lavande, c'est exceptionnel. Tac. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à tout cela? Évidemment, il y a plein de pratiques. Moi, je vous parle de pratiques qui ont vraiment changé la vie de personnes en peu de temps et avec laquelle ils ont pu pratiquer aussi en toute autonomie. Et je trouve que ça, c'est important parce que quand vous êtes hyper vigilant, hyper anxieux en permanence, vous pouvez pas toujours être en contact avec un thérapeute ou voilà. Donc ça, c'est vraiment des exercices qui sont simples et qui peuvent
peuvent vraiment changer la donne. Est-ce que vous avez d'autres questions? Là, j'ai des questions qui arrivent. La pratique du chamanisme. Alors, je suis désolée, mais c'est hors contexte. C'est hors contexte dans le sens où c'est une pratique, vaste et qui peut, être en contact avec beaucoup de choses. Si la personne, ça lui fait du bien, oui. Après, je ne répondrai pas trop à cette question parce que c'est pas trop dans le sujet. Si ça lui fait du bien, tant mieux. Alors je pensais à une personne d'ailleurs, il s'appelle Chamanisme Intégratif et il travaille justement tout ça avec le breathwork, donc c'est vraiment le travail de la du souffle. Breath, le souffle, work, le travail, où il se fait ça, mais on peut très bien, ne pas être chaman et faire aussi du breathwork. Voilà. Après, je connais pas suffisamment cette pratique, pour vous dire si oui ou non ça peut mettre fin à un état d'hypervigilance. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à tout ça? Alors j'attends les questions qui arrivent. Donc là, je remets ça un petit peu au clair en attendant la question, mais évidemment, il peut y avoir beaucoup de pratiques, comme, l'énergétique, je l'ai dit tout à l'heure, qui peuvent, vraiment améliorer l'état de la personne. Le but, c'est qu'on soit totalement débarrassé de l'hypervigilance. En fait, c'est pas normal d'être hyper vigilant tout le temps. Donc si c'est une pratique vous fait du bien, mais que c'est pas dingue, bah, faites-le 2-3 fois, mais arrêtez. D'ailleurs, voilà, je connais un énergéticien qui est très bien, que j'ai vu aujourd'hui et puis il me disait: «Moi, si les personnes, ça leur fait rien au bout de 2 séances, je ne veux pas les revoir» et je trouve que c'est intéressant d'avoir, d'avoir aussi cette mentalité-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut pas abuser de certaines pratiques si, le résultat n'est pas là, en fait. Rappel des références du champignon dont vous parliez, donc c'est le reishi. Le reishi et le complément, c'est le micoré. Je vais vous trouver la référence et je vais vous la partager. Il y a 10 de remise aussi dessus, hein. Je vais vous mettre la ref. Hop. Voilà, je vous ai mis la référence. Donc voilà, certaines pratiques, si ça marche pas, si, finalement, ça n'aboutit pas et que ça va mieux, mais bon, c'est pas suffisant, c'est que voilà, le travail a été fait et qu'il faut pas aller plus loin, quoi. Ça sert à rien de voir la personne, 50 fois si ça n'aboutit pas. Voilà, donc elle trouve peut-être, une autre façon d'arriver, au bout à terme de ce qu'elle ressent. Enfin, en tout cas de ses symptômes et cetera. J'attends parce qu'il y a des petites questions, donc je vais répondre à vos questions pendant 2-3 minutes et puis après on va mettre fin au webinaire. Ah oui, petite question en attendant. Quel est le sujet que vous voulez voir, abordé? Là, bientôt au printemps, là, on va faire un webinaire, pardon, sur le foie avec Patricia, sur les cures du foie du printemps. Mais, qu'est-ce que vous avez envie de voir? Qu'est-ce qui manque? Est-ce que potentiellement vous avez envie, d'aborder en termes, de santé et cetera, ici? Voilà, n'hésitez pas à mettre, vos recommandations.
Bonsoir Maud, merci pour toutes ces infos. Je ne connaissais pas l'exercice. Ok, super. Et les tempéraments biliés, nerveux, à quand le tempérament sanguin et lymphatique? Alors oui, c'est une bonne question. C'est vrai que je vous avais dit au moment du retour des vacances que je le ferais. Et il y a eu un petit changement pour moi au niveau du boulot. Voilà. Donc c'est vrai que j'ai arrêté à un moment donné, pendant un mois et demi, j'ai arrêté les webinaires. Et après, j'ai repris avec ceux qui étaient un petit peu plus urgents, mais effectivement, ça serait une bonne chose. Eh bien, écoutez, je pense que ça va être le tempérament sanguin le prochain, le prochain webinaire. Alors peut-être sanguin et lymphatique en même temps, je vous explique pourquoi. Alors c'est pas que forcément qu'ils ont des liens, mais c'est juste que il y a peut-être moins de choses à dire, ça concerne moins de monde pour le tempérament sanguin. Du coup, peut-être mettre sanguin et lymphatique en même temps. Voilà. Donc, c'est une très bonne idée. Merci en tout cas. Donc, c'est Nunes pour l'idée. Génial. Merci en tout cas pour le retour des autres webinaires. Il y a eu une question, sujet intéressant sur l'acidose. Un sujet intéressant, ouais, clairement, l'acidose métabolique. C'est un très, 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 très vaste sujet parce que les causes, en fait, souvent, quand j'aborde des sujets, les personnes ont envie d'avoir la cause, donc le pourquoi, et puis les solutions à cela. Le truc, c'est que quand la cause est multiple, les solutions ne sont pas les mêmes. Donc, c'est un petit peu compliqué de donner des réponses, en tout cas, mais ça, c'est mon côté perfectionniste, de donner des réponses à chaque problématique, parce qu'on ne peut pas toutes les aborder non plus. Donc, effectivement, l'acidose métabolique, on pourrait parler, mais là, c'est pareil, l'alimentation, je pourrais vous en... ouais, ça peut être aussi un sujet, sauf que je ne peux pas forcément l'aborder, parce que sinon, ça durerait des heures. Mais effectivement, l'acidose métabolique, c'est extrêmement intéressant parce que ça va induire énormément de problématiques, notamment que j'aborde beaucoup aussi en micronutrition, de malabsorption, de transport de certains minéraux, oligos, vitamines, etc., et qui vont créer des problématiques métaboliques importantes. Donc, sujet très intéressant et aussi très vaste. Super. Alors, je vais essayer de rentrer moins dans les détails, mais c'est ce qui fait que je suis moi. Donc, ça serait un peu idiot quand même de juste passer au-dessus. Je me sentirais pas à l'aise de le faire et je sais pas si je sais trop le faire d'ailleurs. Proposition de sujet à aborder les maladies auto-immunes de l'intestin chrono-rectocolite hémorragique. Alors, j'en ai déjà fait beaucoup de vidéos sur le sujet que vous les trouvez. Alors, je sais qu'il y a eu des vidéos qui n'ont pas pu être enregistrées parce qu'à l'époque, on n'avait pas, on n'était pas sur ClickMeeting, on a été sur 2 autres plateformes. Donc, c'était pas enregistré ou il y en avait qui n'étaient pas enregistrées ou qui n'étaient pas complètes. Donc, en tout cas, Francis, ce que vous pouvez faire, c'est aller sur le YouTube de Santé Détox. Donc, vous allez dans YouTube, vous tapez Santé Détox et vous trouvez nombre de webinaires que j'ai fait quand même là-dessus. Et je vous avoue que les intestins, c'est ma spécialité. Je suis spécialisée en pathologie digestive et intestinale. Et comme j'en parle un petit peu toute la sainte journée, je trouvais ça sympa aussi de parler d'autres choses. Mais j'en ai énormément parlé au début où on a créé le YouTube et on a fait les vidéos, on a commencé à mettre les vidéos, donc ces webinaires-là sur YouTube. Donc il y en a pas mal, en tout cas Francis, mais évidemment j'y reviendrai à un moment donné, c'est vraiment mon sujet de prédilection. Bonne idée de continuer sur les tempéraments. Bon, je crois que les tempéraments remportent aussi, mais acidose métabolique, très bien. Je ne connaissais pas non plus les TRE. Pour info, les suggestions, peut-être fait une intervention sur le sujet de l'endométriose. Alors oui, j'ai fait une vidéo sur l'endométriose. Je ne sais pas si elle est enregistrée. Il faut aller regarder. Mais il y a une vidéo en tout cas qui a été enregistrée sur les cycles féminins également, si ça vous intéresse, chat, où j'explique justement le cycle féminin et tout ce qui peut en découler. Alors évidemment, je ne parle pas de pathologie précise, mais ça peut être intéressant déjà pour avoir une compréhension globale du cycle féminin. Mais j'ai beaucoup donné en vrai, donc vraiment enfin, j'en ai beaucoup donné, j'en ai donné quelques-unes. J'ai fait des interventions sur l'endométriose, mais en présentiel, donc en vraie conférence. Mais il me semble que celle sur l'endo, elle n'était pas enregistrée. À voir, elle est peut-être là-bas. Mais il y a en tout cas sur une vidéo sur le cycle féminin.
En fait, le truc de l'endométriose, c'est un sujet que j'aime beaucoup et c'est un sujet en même temps qui est féminin, mais qui doit être entendu aussi par des hommes. Et je pense qu'à l'époque, à ce moment-là, je ne sais pas si j'étais prête justement à vraiment le faire comme ça en vidéo, que tout le monde puisse écouter, parce que peut-être qu'il y avait la sensation qu'un public n'était pas concerné par ça. Sauf qu'aujourd'hui, on sait de la pluralité des symptômes et vraiment de ce que ça peut impacter aussi au niveau familial, dans la cellule familiale interne, donc le couple, mais aussi au niveau familial de manière générale, les parents, etc. Bref, tout le monde peut être aussi impacté dans une famille sur une personne qui a de l'endométriose. Et c'est vrai que ça, on a commencé vraiment à le faire entendre et à le passer. Alors qu'avant, ça restait quand même une maladie un petit peu non dite parce que bah, c'était une maladie féminine et qu'on en parlait. Alors, il y a 10 ans, je crois que la première fois où j'ai fait des interventions sur les cycles féminins, c'était il y a une dizaine d'années sur Lyon. Et c'est vrai que c'était encore un peu caché, entre guillemets. Voilà, c'était que des femmes. Voilà. Donc, j'espère en tout cas que ça peut venir interpeller des hommes et aussi qui viennent assister à ces webinaires et à ces conférences parce qu'ils ont certainement quelqu'un dans leur famille qui peuvent être touchés par cette maladie ou une compagne hein, et du coup mieux comprendre cette pathologie, ça c'est sûr. En tout cas, donner des tips aussi naturels, c'est le but, pour améliorer la vie quotidienne de la personne. Bon, c'est trop bien, vous m'avez donné plein d'idées. Je vais noter tout ça. Ça va arriver, mais je crois que ça va être vraiment les tempéraments en premier et puis peut-être l'acidose métabolique qui peut être assez intéressante. Et puis après, on arrive dans la saisonnalité. Hein, donc, moi, je vais vous parler du foie en médecine chinoise. On va parler aussi du foie en détox, donc avec les détoxications du docteur Clark. Donc, il va y avoir quand même des sujets qui vont arriver sur le printemps, quoi, parce que c'est important aussi de fonctionner avec la saisonnalité. Écoutez, je crois qu'on va mettre fin. Alors, j'ai vu qu'il y a des gens qui étaient en train d'écrire, hein, n'hésitez pas. Merci Louisa, bonne soirée à tous. Donc, on va mettre fin au webinaire. Merci en tout cas d'être là. Ça changeait un peu. Je ne suis pas aussi que là pour vous parler de compléments alimentaires, mais aussi de vie, de bien-être, parce que ça fait aussi partie de mon boulot de naturopathe et aussi micronute. Donc voilà, j'aime bien aussi vous parler de ces sujets-là. En tout cas, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Encore, parce que j'ai vu qu'il y en avait plein qui est arrivé après, une très bonne année. Voilà, à tous. Surtout une bonne santé, parce qu'avec la santé après et l'énergie, on peut tout faire. Voilà. Eh bien, écoutez, merci de votre attention, merci de vos idées et de ces interactions. C'est toujours très intéressant. Merci à tous. Très bonne soirée.